Bonjour, bienvenue au 5e épisode du podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Gaston, comme la dernière semaine, co-paragraphe sur le fait que le podcast, son créateur et ses invités ne représentent en aucun cas les fraternités anonymes. Malgré le fait que certains propos puissent témoigner de l'aide apportée par celle-ci, les témoignages ne devraient pas être apportés comme représentation des dites fraternités. Rien ici n'est fait au nom de qui que ce soit. Tous parlent en leur nom. Bienvenue au 5e épisode du podcast Cold Turkey. Salut Gaston. Bonjour, Alain. Salut, ça va bien? Ah oui, ça va, merci. Toi-même? Ben oui, ça va bien. Écoute, Gaston, on se voit pas de cachette, on se connaît depuis quelques années, même au-dessus de, ça va faire quasiment 13 ans qu'on se connaît. Je t'ai invité parce que je voulais savoir un peu ton parcours, je voulais savoir d'où tu venais, qu'est-ce qui t'a fait justement éventuellement venir qu'à vouloir changer ta vie de bord puis à aider à ta vie puis à prendre les moyens justement pour rendre ta vie plus saine, disons-le comme ça. Fait que grosso modo, tu viens d'où? Et tes premières expériences avec la consommation, ça date de quand, puis ça arrive comment? Mais d'abord, je viens d'un petit village qui s'appelle Sainte-Julie de Verchères. Puis je suis le plus vieux d'une famille de 11 enfants. Alors, j'ai vu mon père, moi, tout jeune, parce que j'étais le plus vieux, arriver deux, trois fois par semaine avec trois, quatre de ses chums chez nous. Puis là, il réveillait ma mère parce qu'il n'avait pas mangé. Puis là, ben, elle lui faisait manger. Puis moi, j'étais témoin de tout ça. Fait que j'ai été élevé dans l'alcoolisme. Alors, j'ai grandi là-dedans. Puis le plaisir de mon père, c'était qu'il nous faisait élever des enfants, parce qu'il y avait un enfant par année. Il faisait élever des enfants, il me faisait mettre en rang de grandeur, il me faisait chanter devant ses chums. Puis là, il est quelle heure, là, mettons? Ou À 3-4 heures du matin. Puis toi, t'as quel âge? Moi, à ce moment-là, que je me souviens, là, 6, 7, 8 ans. Puis là, j'avais une de mes sœurs qui était plus vieille. Après ça, Jacques qui est arrivé il y a 1 an. Tu sais, c'était tout un dégradant. Fait qu'on se retrouvait 5, 6 enfants là, devant ses chums à 3-4 heures du matin en train de chanter. Le temps que notre mère, elle faisait à manger. Puis là, ben, ça avait le temps de refroidir. Puis là, il chicanait avec ma mère parce que c'était froid. Puis moi, j'étais témoin de tout ça. Puis le fait qu'il me faisait chanter, je le faisais parce que c'était assez vert chez nous. Fait que je le savais, mais je savais pas que le fait qu'il y avait une obligation que je chante, qu'est-ce que ça produirait en cours de route. Alors, je me suis dit en dedans de moi, sans jamais l'affronter, que tu me feras pas chanter tout le temps. J'ai commencé à faire du ressentiment jeune après son attitude puis les demandes qu'il me faisait. Rapidement, donc, ça habite déjà en toi, cette espèce de colère-là. Mais c'est une colère voilée parce que de nature, je suis quelqu'un qui n'est pas colérique du tout. Alors, je suis quelqu'un qui écoute. Puis, parce que je suis le plus vieux, mais j'ai le sentiment qu'il faut absolument que je supporte ma mère là-dedans parce que je la vois pleurer, puis je vais la consoler. Puis là, je suis tout pris dans ces émotions-là, ces sentiments-là. Alors ça a suivi son cours. Puis moi, en grandissant, je voyais ce que l'alcool faisait, puis j'ai pris la décision de jamais consommer. Alors, mon premier verre d'alcool s'est trouvé dans un bateau à Saint-Jean-de-Vaubrunswick avec des Cubains à l'époque, parce qu'on a fait de l'exportation d'animaux de race dans les autres pays. Puis t'as quel âge, Gaston? 18 ans. OK, fait que là, toute ton adolescence, toi, c'est pas quelque chose qui... J'ai pas touché ni aux drogues, ni à l'alcool. T'es-tu foncièrement contre ça à ce moment-là, tu sais, dans ton adolescence? Parce que, je veux dire, tu dois côtoyer des gens qui consomment, tu sais, qui boivent de l'alcool ou qui... Il y a un des frères de mon père qui était médecin, qui lui se retrouvait régulièrement chez nous, là, parce qu'il consommait avec lui. Puis là, ben, ça durait une journée, 2 jours, mais je voyais bien que c'est ce qui se passait, puis moi, je voulais pas devenir ça. Inconsciemment, je savais pas ce que ça donnerait, mais je le voyais. Alors, j'avais pris la décision intérieurement que je ne ferais pas comme lui, puis c'est pas ça qui est arrivé. J'ai pris un premier verre d'alcool, puis quand tu n'y as jamais goûté, tu sais pas que ça goûte. Alors, c'était un rhum dans un bateau.
Puis j'en ai repris un autre. J'étais un chauffeur de van à l'époque. Je suis parti de Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick, j'ai descendu à Sainte-Julie. Puis si on m'avait dit que 20 ans plus tard, c'est-à-dire 15 ans plus tard, je me retrouvais avec un problème d'alcool moi-même, puis de drogue assez forte, là. Jamais j'aurais pensé ça. Mais c'est subtil, puis c'est insidieux, parce que c'est social. Puis moi, j'ai rencontré Lise, puis là, ben, on s'est fréquenté 50 ans. Puis je reviens à ce moment-là, mettons, sur le bateau. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ce verre d'alcool-là? Parce que précédemment à ça, tu devais les refuser, parce qu'on devait t'offrir, mettons, une bière ou un verre de boisson. Qu'est-ce Mais qui je fait... me rappelle pas d'en avoir refusé, qu'on OK. m'avait offert. OK. Mais là, parce que c'était impressionnant, c'est un capitaine de bateau. Festif aussi. Alors, c'est lui qui me l'a offert, le verre de rhum. Puis là, comme ça, j'ai accepté. Je n'ai pris un, je n'ai pris deux, puis je suis reparti, moi, pour Sainte-Julie. Puis jamais j'aurais pensé que... Puis donc, tu n'étais pas en état d'ébriété, donc, cette fois-là, tu n'as pas vécu l'ivresse ou... Non. T'as-tu... La porte était ouverte. Ouais, il y a une brèche qui était faite. Ouais. T'as-tu senti... Fait que, tu sais, il y en a qui vont décrire, mettons, là, la chaleur, puis ça l'assouplissait. Dès le premier verre, là, il sentait quelque chose. Tout ça, t'as pas senti ça pantoute. Je sais pas, tu sais, moi aussi, j'en entends des gens qui ont cette impression-là. Puis moi, ben, j'ai bien de la misère à croire ça. OK. J'ai bien de la misère à croire qu'il y a cette chaleur-là. Puis ça prend tout de même un petit peu de temps avec qu'on ressente l'effet de l'alcool. J'ai appris ça avec les années. Là. Mais j'ai pas tombé comme ça, moi, d'un coup sec, tu sais. J'ai commencé à prendre 2 verres, 3 verres. On sortait les fins de semaine. J'avais déjà une blonde, on était à 3-4 couples d'amis. On allait danser. Puis à ce moment-là, si tu m'avais demandé, tu penses-tu que tu en prends trop? Moi, je voyais que j'en prenais pas trop. J'étais comme les autres. Jusqu'à 2-3 heures du matin, on dansait. Mais les premiers signes, c'était qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, je me rappelle, c'était au Balmoral, puis là, on s'en revenait. Puis là, devant Lise, que j'étais supposé de marier, moi, là, que je marierais 2 années plus tard, elle a commencé à dire, commande-en plus pour moi, j'ai pas soif. J'ai plus soif. Mais moi, j'ai pris les miens, puis j'ai pris les siens. Alors là, si tu m'avais dit, tu consommes trop, je me serais encore défendu parce que c'est quelqu'un qui portait l'alcool. Fait que, c'était le fait que tu la supportais qui... Est-ce que tu as quel âge, là, à peu près? 20, 21, 22 ans. Ben, c'est-à-dire 20 ans, parce que je l'ai marié. On s'est marié. Moi, j'avais 23 ans, puis ils avaient 18 ans. OK. Fait que c'est passé 5 ans, là. Et dans ces 5 années-là, là, c'est une pente descendante, ou en tout cas, c'est croissant au niveau de la consommation? Croissant, mais moi, je ne vois pas ça que c'est croissant. Oui. C'est là, parce que je me trouve normal, puis je fonctionne. Moi, j'ai jamais manqué une journée de travail, je sais pas c'est quoi. T'en as-tu qui te suivent? T'sais, ça aussi, c'est une autre affaire, j'entends. T'sais, ils vont dire, ben, je côtoyais des gens qui me suivaient. T'sais, moi, oui, je supportais, mais je consommais pas plus qu'un autre ou un autre. Là. J'aurais dû m'apercevoir que je collais au bord plus longtemps que les autres. Puis qu'il y en a qui étaient déjà partis, mais là, moi, dans l'euphorie d'alcool puis l'effet de l'alcool, moi, je vois pas ça, ces détails-là. Je suis le dernier à partir, là, tout le temps. Déjà? Déjà. Oui. Je suis le dernier à partir du bar. J'ai soif. J'ai soif, fait que je bois. Puis à l'époque, je buvais seulement du rum and coke. Puis un soir, j'avais été vraiment malade, là, dans les 5 toilettes, là. Puis là, je m'en allais chez nous. Si tu viens d'être malade, là, tu ne veux pas rester là, je m'en vais chez nous. Mais en passant derrière le bar, il y a un de mes amis, Benoît, l'amoureux, là, qui lui, tu viens d'être malade, mon cochon. Je me suis rassis, puis j'ai continué à boire. Mais là, j'avais entendu, il m'a dit, c'est parce que dans le coke, du colorant, puis c'est ça qui te rend malade, bois de la boisson blanche. Alors, j'ai switché du rhum au Beefeater double avec Better Lemon. À ce moment-là, quand tu commandes un double, c'est parce qu'il y a un problème. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Déjà, c'est installé, cette maladie-là. Puis, cette passation-là d'une boisson à une autre, ça se fait presque naturellement aussi. Là. Tu raisonnes en disant, ben ouais, le coke, c'est plein de sucre, puis c'est ça qui doit me virer l'estomac à l'envers, là, forcément. Là, il est arrivé des drogues. Moi, j'ai commencé à faire l'exportation d'animaux. Là, j'ai appris d'espagnol, puis j'ai appris d'anglais. Je me suis mis à voyager un petit peu partout à travers le monde. Puis là, ben, c'est le jet set. Puis
la grosse vie. Puis, Fait que les premières expériences avec les drogues, c'est un, quelle drogue, et deux, c'est dans... Ça a commencé avec le pot, après ça le speed, après ça le stacy, après ça. Ça a continué. Ça a commencé à augmenter la cocaïne. Puis me retrouver la dernière année et demie avec une scène dans le bras pendant un an et demi de temps. Là, je savais que j'étais pris avec quelque chose que je n'étais pas capable de contrôler, puis je n'étais pas capable d'arrêter. Je le savais, mais ça m'a pris un an et demi. Puis je prenais la décision pendant cet un an et demi-là de changer de substance, de passer d'une substance à l'autre. Ça doit être à cause de ça. Ça doit être ça qui produit ça. Puis là, j'étais embarqué dans la roue qu'on appelle, là, que je n'étais pas capable de me sortir. Je reviens à ta première expérience du Beefeater, là, où ce que tu transfères du rhum et coke à du Beefeater Better Lemon. Ça va... Est-ce que c'est encore un progrès lent? C'est-à-dire, est-ce que est-ce que ça accélère d'un coup? Parce que là, tu as 21, 22 ans, tu vas prendre la décision d'arrêter ça, ou en tout cas, tu vas arriver à ton breaking point à quel âge? À 30 ans. À 30 ans. Fait que là, il y a 9 ans qui séparent ça. Donc, tu sais, fait que là, on passe de ta première expérience de « Ah, ça doit être à cause de ça, c'est certainement pas parce que j'ai un problème ». Et là, ça commence à croître, ça, justement, la croissance de ça, ça va comment? La croissance, ben c'est parce que c'est subtil. Je me rends pas compte qu'il y a une croissance comme ça. Je me rends pas compte tout de suite. C'était juste la dernière année et demie, moi, que j'ai vraiment vu quand les drogues fortes sont arrivées, que là, j'étais pris dans un engrenage que je ne pouvais pas me sortir. Puis la seule façon d'être capable de fonctionner, c'est de continuer à consommer, parce que quand je consommais, j'étais capable de fonctionner. Sans ça, quand il y avait ce manque-là de substance, bien là, il me manquait quelque chose. Fait que là, ben, j'avais recours tout de suite à la seringue, puis l'injection, puis... Fait que, à partir de l'alcool, là, tu disais que dans le contexte du travail, tu as les premiers contacts avec les premières drogues, les autres drogues. Pendant ce temps-là, ta vie personnelle va comment? Ta vie professionnelle, tu gères, là, j'ai l'impression, mais ta vie personnelle va comment? Mais c'est juste la dernière année et demie que Lise a commencé à s'apercevoir, parce que moi, j'étais un buveur de nuit, j'étais un consommateur de nuit. Oh, OK, fait qu'elle a pas su... Elle voyait qu'il y avait quelque chose, mais la dernière année et demie, là, elle a commencé à dire « T'es donc bien malade, maudit t'es malade ». Alors, plus elle me traitait de malade, plus je me défendais, puis plus ça me blessait, parce que moi, je trouvais que c'était elle qui était malade, qui était tout le temps sur mon dos. Alors, pour calmer ça, ben c'était les substances qui calmaient ça. J'allais ajouter ça. Puis il y a eu une première tentative de suicide, 2 ans que j'arrête de consommer, causée par un événement bien précis que je vais toujours me souvenir. Je suis en train de prendre mon bain avec les 2 plus vieux. Puis là, Daniel, il me touche au pénis, commence à avoir un semblant d'érection. Puis là, le film dans ma tête part. Puis je suis pas capable de dire ça à personne, mais moi, je le vis. C'est un écœurant. Que c'était rendu, tu me dis où c'était rendu, ça a-tu du bon sens? Alors, j'ai gardé ça dans de moi. Puis là, je me suis commencé à traiter d'écœurant, puis de pédophile, puis de tous les noms de la morale. Puis parce que j'ai pas été capable de parler. Et aujourd'hui, je peux en parler ouvertement. Puis moi, je sais que c'est pas pour ça que c'est une maladie. Il peut arriver n'importe quelle autre chose, puis la substance est là, puis c'est plus fort que n'importe quoi. C'est une obsession, puis quand cette obsession est là, moi, je compulse. Il n'y a pas d'arrêt. Je peux 2 jours, 3 jours partir, puis... C'est là que Lise, elle a commencé à s'apercevoir, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Comment se fait qu'il n'est pas venu coucher, où c'est qu'il est allé, puis là, l'inquiétude s'est installée en dedans d'elle, puis de plus en plus, elle était sur mon dos. Puis là, c'est ça, tu avais commencé à découcher à ce moment-là, ou à pas rentrer, ou à pas rentrer? Les 2 dernières années. Les 2 dernières années. Oui, de plus en plus. Donc, entre 28 et 30 ans. Oui. Entre-temps, c'est une progression, comme tu disais, subtile, insidieuse, un peu ratoureuse qui arrive. Mais moi, je me trouve correct. Oui. Avant les 2 dernières années, là, tu m'as dit, t'as un problème. Regarde, c'est toi qui as un problème. Moi, je suis correct. Tu sais. Est-ce que... J'avais la conviction de ça, que j'étais correct. Fait que ça, non seulement ça nuit pas à ton couple vraiment, mais ça nuit non plus à tes finances ou à ton autorité parentale ou à... Parce que là, tu as combien d'enfants? À ce moment-là, j'en ai 2. C'est ça. Donc, entre 28 et 30 ans, tu vas avoir 2 enfants. Il y a 2 enfants. Il y a 2 enfants. Puis après ça, dans la dernière année et demie, quand je suis arrivé au programme, moi, là,
Les étaient enceintes, on ne savait même pas. OK. Du troisième. Alors, lui est arrivé dans l'abstinence, là. Elle était enceinte de Jocelyn, puis il va arriver une autre petite fille après ça, là, 2 ans après. Parce que les 2 premiers, ils ont 5 ans. Ils ont 2 ans de différence. Puis entre les premiers et les deuxièmes, c'est-à-dire le deuxième et le troisième, il y a un laps de temps de 5 ans. Puis entre Jocelyn et Gina, il y a encore 2 ans. Fait que il y a 2 ans entre les 2 premiers, 2 ans entre les 2 derniers, mais il y a un laps de temps de 5 ans où ça c'est qu'il n'y a pas d'enfant. Fait que... Puis il n'y a pas d'enfant d'après toi parce que... on avait choisi ça. Ouais. On avait choisi ça. Ça devait faire ton affaire? Je suis pas certain comment je suis conscient de ça. Je suis un gars tout le temps engagé, tout le temps parti, tout le temps sur la go. Je travaille énormément, puis les états à la maison avec des enfants. Fait que pour moi, c'est une vie normale. Tu travailles-tu encore à l'exportation à ce moment-là, dans ces années-là? J'ai travaillé à l'exportation. Ouais. Quand j'étais à l'exportation, puis on a acheté un restaurant licencié avec un bar-salon ouvert 24 heures par jour. C'était moi qui étais le boss, puis avec un gaz-bar. Fait que là, l'alcool était là. Puis, ma femme, elle dirait, c'est le vampire dans la banque de sang. Là, ça devait être ça. Là, Ouais. Mais je n'étais pas conscient de ça. Mais puis en même temps aussi, ça légitimisait ta consommation parce que tu étais dedans. Ouais. Fait que ça l'a... Je suis pas sûr. En tout cas, aujourd'hui, là, avec le recul, je vois que j'aurais dû voir ça. Mais j'étais dans ce passage-là de ma vie où est-ce que c'était normal. Oui, puis la question que j'allais te poser, c'est-tu la fibre entrepreneur qui t'a fait acheter le resto-bar ou c'est ton alcoolique en toi? Ouais, c'est difficile à... Comment c'est arrivé, là, puis pourquoi je me suis allé là-dedans. Aujourd'hui, j'aurais pas dû. Ta femme était-tu partie prenante de cette aventure-là? Oui. Ah oui. C'est elle qui gérait tout, là. Gérait les comptes de banque, puis gérait... Moi, j'étais l'exécuteur. Je veux dire, c'est-à-dire que l'idée est initiée en couple ou c'est quelque chose que toi, tu lui convaincs de faire? Ou, non, c'est moi qui l'ai c'est toi qui passes ça. OK, c'est toi qui passes ça. Puis là, fait que là, tu as le resto-bar, puis ta descente aux enfers, ces 2 années-là, tu es propriétaire de ce resto-bar-là. Oui. Puis c'est au resto-bar là, que le premier contact... Moi, je faisais des tentatives, ça faisait 1 an et demi. Les appelait à Doremi Montréal pour savoir s'il y avait des médecins, puis elle me trouvait malade. Fait qu'elle faisait des démarches. Je lui disais pas de faire des démarches, mais elle faisait des démarches, puis elle avait appelé aux alcooliques anonymes aussi, parce qu'elle avait vu l'annonce dans le journal. Puis suite à ça, mais je me rappellerai toujours quand elle a appelé aux alcooliques anonymes, puis qu'elle demandait s'il y avait des médecins, des psychiatres ou quelqu'un pour me soigner. Puis la femme qui avait répondu à l'appel à l'aide, elle avait dit « Oui, madame, ici, chez les alcooliques anonymes, il y a toutes sortes de monde. On a des médecins, on a des avocats, on a des gens sur l'aide sociale, on a des gens, des hommes, puis des femmes. » Puis là, elle y avait rajouté « c'est un mode de vie. » Puis je la vois encore accrocher le téléphone en disant un mode de vie au point qui est rendu, c'est bon rien pour lui. Mais moi, je voyais pas au point que moi j'étais rendu. C'est elle qui interprétait ça. Moi, j'étais encore correct. Ça, c'est 1 an avant, à peu près, ou? Oui. 1 an avant. J'ai pas connu Alcoolique Anonyme. Je suis pas allé à Doremi, il y avait une liste d'attente de 3 mois. J'ai continué. T'aurais-tu... Est-ce que tu aurais... parce que là, bon, tu l'entends dire ça, mais t'es là, tu sais. Donc, est-ce que tu contestes le fait qu'elle appelle là ou est-ce que tu contestes ça? Ben, je conteste ça, puis je conteste pas ça. Parce que je sens qu'il faut qu'il se passe quelque chose, mais moi, je vois pas que j'ai besoin, autant qu'elle avoue que moi, j'ai besoin d'être aidé. C'est ça qui arrive. Mais c'est bien subtil. Comme moi, je dis que c'est difficile à comprendre parce que comment ça se fait que j'arrête de consommer le 11 novembre 71? Pourquoi c'est fait que j'ai pas arrêté le 8? Pourquoi c'est fait que j'ai pas arrêté le 14? Qu'est-ce qui se passe cette journée-là de spécial, qui fait qu'à un moment donné, pourtant les démarches étaient faites à Doremi, à Alcooliques Anonymes, tout était fait. Puis c'était un matin, il manquait de la salade, des tomates. Ça faisait 2 jours que j'étais parti de chez nous. J'étais arrivé au restaurant aux petites heures du matin, puis ma waitress a dit « Monsieur Blain, il manque de la salade, des tomates, pour les déjeuners. » J'ai dit « Je vais t'arranger ça, je vais aller te chercher ça. » J'étais allé à l'épicerie.
Là, c'est la femme de Florian, quand elle a ouvert la porte, elle a dit t'as pas l'air bien ce matin, Gaston, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Alors, c'était la première fois que quelqu'un me voyait, un étranger me dire quelque chose. Puis là, j'aurais voulu éclater en sanglots, mais l'orgueil est bien trop fort. J'ai rentré dans l'épicerie, puis aller chercher de la salade des Ah, tomates. eux étaient gérants de cette épicerie-là, ils étaient propriétaires Il de était l'épicerie. propriétaire. Puis lui, il était déjà abstinent. Mais moi, je savais rien de ça. Ah, tu savais pas ça? Non, je savais rien de ça. Il était disparu de ma vie, lui, puis il était rendu. Je savais pas qu'il était membre des Alcooliques Anonymes. Puis là, ben, elle m'a suivi. J'ai rentré, puis là, j'avais juste envie d'éclater en sanglots. Puis elle m'a pris dans ses bras. Puis là, j'ai fendu en larmes. Je ne sais pas comment ça a duré de temps. Tu sais, une demi-heure, une heure. La seule chose que je me souvienne, c'est qu'elle a dit si t'as un problème avec l'alcool, Gaston Peldon, mon mari, peut peut-être t'aider. Parce qu'elle, elle faisait Alcoolique Anonyme avec lui. Mais elle n'était pas membre. Elle assistait. Alors, quand je suis venu pour prendre la porte, là, c'est ça qu'elle m'a dit. Appelle donc mon mari, peut peut-être t'aider. Puis là, je l'ai appelé dans Wow, mais l'après-midi. là, si tu l'as appelé, c'est que vraiment tu avais abdiqué, là, les genoux t'avaient plié pour vrai ou. C'est difficile. C'est vraiment difficile de comprendre qu'est-ce qui fait que j'ai appelé. J'aurais bien pu pas appeler. Mais tu sais, y a-tu des éléments, tu parlais de ta tentative de suicide, on n'a pas été bien plus loin, mais y a-tu un moment où ce que tu sens que tu descends aux enfers ou que tu sais, que tu t'en vas dans le fond du baril? Tu sais, y a-tu 6 mois, 3 mois, 4 mois avant que tu dis, là, je suis en train de vraiment perdre tu sais, le tapis de la Je réalité? vais, T'es en je train vais de- me questionner, mais les questions, je veux pas avoir de réponse. Parce que ce qui est plus fort que moi, c'est la consommation. C'est tout le temps ça qui prend la place. Qui vient calmer cette émotion-là, ce sentiment-là, ce désespoir-là que moi, je veux même pas voir. Parce que j'étais un gars fonceur, fait que je m'arrêterai pas pour me questionner. Fait que même ta descente aux enfers, ta gèle. Ça, c'est sûr que c'est ça qui se passe. Fait que toi, tu sens pas un Moi, désespoir. je sens pas que c'est si l'enfer que ça non plus. Parce que la subtilité, quand tu sais pas qu'il faut pas que tu y touches, parce que moi, j'ai fait pendant 1 an et demi là, les tentatives de changer de ça, puis de modérer, puis de faire attention, puis de... Vraiment, là, pendant 1 an et demi de temps, je vais faire toutes sortes de pirouettes hein, pour essayer de montrer que j'ai pas de problème. Je vais essayer de toutes les façons. Mais je me fais tout le temps prendre. Mais je ne réalise pas que je me fais prendre comme ça par la substance. Je suis pris dedans sans être pris dedans, sans être conscient totalement. Est-ce que donc tu sais fait que c'est une particularité parce que moi tu sais, j'entends des gens, tu sais, même moi j'ai vécu une fin du désespoir, tu sais être désemparé devant ma consommation. Mais moi, je ne l'ai pas senti tant que ça, ce désespoir-là. Je ne sais pas pourquoi que moi, ce matin-là, j'ai saisi. Puis que t'as fendu. Ben, j'ai fendu. C'est difficile à imaginer que j'ai fendu. J'ai fendu en larmes là, mais après ça, je me suis repris en main. Mais cette pensée-là, quand elle m'a semé au cerveau, a fait que j'ai appelé. Ben, j'aurais bien pu pas appeler. Alors, tout le monde interprète ça de toutes sortes de façons. Moi, j'en ai pas non plus de réponse exacte. Tu sais. Puis t'as-tu parce qu'après ça, tu vas entendre des gens qui vont te parler de, tu sais, du fond du baril puis de tout ça, alors que tu peux probablement t'identifier plus difficilement à une fond de baril. Dans les gestes, oui, mais pas dans le sentiment. Moi, c'est sûr. Mais tu sais, c'est bien, bien plus tard que je vais être capable de faire une analyse de tout ça. À force de fréquenter les alcooliques anonymes puis d'entendre des partages. Mais moi, chaque fois que j'entends un partage, j'ai 30 ans, puis à l'époque, il y a 47 ans de ça, là, c'était juste des gens qui avaient connu des bas-fonds de 25-30 ans d'alcoolisme. Mais moi, je m'identifie pas à ces choses-là parce que j'avais des drogues. Puis là, mais j'avais pas la possibilité de m'identifier, tu sais, comme toxicomane, comme cocaïnomane, comme héroïnomane. Il aurait pas, il aurait pas entendu ça. Ça n'a pas me sorti. Mais moi, j'avais toujours ça dans la tête, parce que la honte, c'est de dire que je suis un toxicomane. Parce que le mot toxicomane, le mot cocaïnomane, le mot alcoolique, là, on pense que c'est facile à avaler et à digérer, mais c'est pas vrai, ça.
Est-ce que, même si on a déjà, tu sais, il y a déjà cette graine-là qui est semée de contacter Florent, est-ce que, je veux dire, t'arrêtes pas là, là? Ben, lui, là, il est venu au restaurant à 4 heures de l'après-midi. Puis il est allé voir Lise, puis il dit, je vais l'emmener faire un meeting, puis ça se peut qu'il ne consomme plus. Elle l'a pas cru parce qu'elle connaissait Florian, comment il consommait. Tu sais, c'était un petit village, fait que tout le monde se connaissait. Et effectivement, il m'a emmené faire mon premier meeting à Boucherville. Puis ce qui est bizarre, c'est que j'ai arrêté à l'hôtel, moi, à l'hôtel Empire, consommer, là, avant d'aller au meeting. Puis avant de rentrer au meeting, lui, il est resté avec moi, puis Lise, il a passé avec les enfants, puis c'est ça le meeting, puis là, tu sais, c'est passé des affaires que je vais découvrir bien plus tard, moi, que Lise va me rapporter. Puis là, il m'a emmené faire mon premier meeting. Puis avant de rentrer au meeting, il y avait un bar de travers à Boucherville, là. Puis je t'ai dit, je vais aller me chercher de quoi boire. Je suis allé chercher un baguette du trip. Puis lui, quand il m'a vu revenir avec, il dit, ce verre-là, laisse-le dans l'auto. Puis il dit, après le meeting, tu le prendras, tu feras ce que tu voudras. Puis là, j'ai rentré au meeting, puis il y avait 20-25 personnes à l'accueil. Puis là, je me suis assis. Puis là, ils sont mis à me servir du café, moi, là. Mais moi, j'avais tout le temps mon verre de rhum qui était resté dans l'auto. J'ai dit, ça va-tu finir, cette maudite cochonnerie-là, puis que je vais-tu crisser mon camp de là? Puis c'était subtil parce que c'était une femme qui parlait ce soir-là. Puis moi, d'entendre, il y a 47 ans, une femme dire « Bonsoir, je m'appelle Georgie, je suis une alcoolique », j'ai resté surpris parce que c'était pas un langage que moi j'avais l'habitude d'entendre, surtout venant d'une femme. Et c'était péjoratif aussi. Celle-là encore, remarque, là, je veux dire, absolument, c'est très stigmatisé, là, je veux dire, je pense que c'est ce qui, puis d'ailleurs c'est connu que c'est ce qui fait survivre les fraternités, c'est de son anonymat, mais c'est aussi parce que le stigma que porte de s'avouer alcoolique, c'est négatif. Puis de elle, je vais apprendre dans son partage, parce que moi je suis nouveau. Fait que je vais l'entendre dire, elle, d'abord, c'est une barmaid. Fait que là, tout de suite, ça m'a allumé comme alcoolique, tu sais, buveur dans des bars. Tenancier de bar, ben oui. Moi, ben, c'est ça qui m'a... Quand elle a dit, je m'appelle Georgie, je suis une alcoolique, puis je suis barmaid. Puis elle a rajouté des gens qui jamais servir. C'est ceux qui se mettaient au bout du bar, prenaient des argent dans les poches, mettaient ça sur le comptoir, puis ils disaient, toi, le fraîchier, tu sais. C'était comme ça. Alors, moi, je me suis identifié parce que c'était à moi, ça. Mais là, elle ajoute, elle, s'il y a une nouvelle dans la salle, donne-toi une chance, prends pas ton premier verre. Puis là, elle l'a répété 3 fois. Puis la 3e fois, j'ai levé ma main. Puis elle a continué à parler, elle. Alors, après le meeting, il y a un grand gars, Lionel, il est venu me voir, puis un fendant, là, comme moi, un fraîchier, là, qui était arrogant, là, il dit... T'es même pas capable d'être 5 minutes sans prendre ça. Tu veux-tu un café? Puis là, j'ai bu un café. Puis il a continué à me challenger. Il dit, t'arrêtes-tu de la Floride? T'es donc bien rouge. Puis là, j'ai commencé à la rage en dedans de moi, mon enfant de chienne, sans parler, parce que moi, je suis un petit gars bien éduqué. Je suis pas quelqu'un qui affronte le monde. Je suis quelqu'un qui est respectueux, puis j'ai une belle éducation. Et il arrive un autre gars, Pierre, je vais toujours me souvenir de ça, un gars pas grand, bien doux, bien délicat, puis il a juste dit faut pas que tu t'en fasses avec lui parce que c'est le gars le plus malade qu'on n'a pas dans la salle. Et on m'a sorti, on est parti là, pour s'en tourner. Puis là, mon verre de Bacardi était dans le trip. Mais Georgie, elle m'a suivi, elle, avec Pierre, puis Lionel, puis Florian. Puis quand je suis venu pour prendre ce verre-là, elle dit, si j'étais tatoué, là, je ne le prendrais pas, ce premier verre-là. Tu sais, la première consommation, là, hein, que moi, j'avais jamais imaginé que c'était la première, tu sais, la première ligne, la première pilule, les speeds. Je n'avais jamais imaginé que tout ça, c'était la première qu'il ne fallait pas que je touche. Je ne savais pas ça, cette dimension. Pourtant, j'avais été hospitalisé en psychiatrie, puis jamais personne ne m'avait donné ces notions-là. Alors là, qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Bien là, j'ai pris le verre, puis je l'ai envoyé au bout de mes bras, puis je le vois encore éclater, c'est l'érable qu'il y avait là. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont raccompagné. Puis là, je les ai emmenés au 42, au Beaugaulois, au CED, au Mont-Bruno. Je les ai fait faire le tour, puis j'ai pris du code, du 7-Up. Puis ils sont arrivés à la maison, puis ils ont dit, qu'est-ce que tu prends avec ça? Puis là, j'ai sorti les seringues, puis les pilules. Puis ils ont dit, si c'est vrai, là, que tu veux t'aider, là, on va tout jeter ça. Puis là, il était à 4 heures du matin.
Puis là, je suis allé me coucher. Puis tu l'avais acheté? Oui, devant Ah oui? Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas capable de décrire encore pourquoi que je l'avais acheté. C'est-tu l'orgueil? C'est-tu... Il y avait déjà quelque chose qui faisait que je les croyais. C'est difficile à... Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Comment ça se fait, là, dans l'état que j'étais. Pourtant, Ben oui. j'étais correct. Ben oui. Tu penses encore que t'étais correct? Non, c'est sûr, j'étais correct qu'eux autres. Eux autres aussi étaient corrects, mais moi, j'étais bien plus correct qu'eux autres. Il n'y avait pas d'admission, là, encore de fait. Alors là, je me suis couché. Puis le téléphone a sonné à 10 h le lendemain matin. Lise a dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors, elle ne le reconnaît pas que c'est Florian. Je prends le téléphone, c'est Florian. Il dit, je m'en vais faire un meeting à Montréal, il y a juste un meeting, là, puis moi, quand je vais au meeting tout seul, là, je trouve ça plate, là, tu viendrais-tu avec moi? Puis parce qu'il avait pris soin de moi la veille, puis il avait passé du temps avec moi, j'ai accepté d'aller avec lui au meeting. Mais là, ne demande-moi pas ce qui s'est passé là, je me souviens absolument de rien. Puis là, ben, le fait que ça faisait 2 jours que je n'avais pas dormi tant que ça, là, je me suis recouché l'après-midi. Puis à 5 heures, le téléphone a sonné. Lise a dit à quelqu'un qui veut te parler. Elle ne reconnaît pas encore que c'est Florian. Alors, moi, je ne sais pas non plus que c'est Florian qui m'appelle. Il dit, je m'en vais au meeting. Il dit, à Sorel, la soir, là, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Tu sais, je trouve ça plate quand tu vas. Il me répète tout le temps la même affaire, lui. Viens donc avec moi. Puis je vais avec lui. Puis pour moi, là, il y a eu un premier déclic, encore à travers une femme. Tu le fais-tu par bonté d'âme, dans le fond? Tu le fais même pas pour t'aider, parce que tu me dis que tu n'as pas encore admis... Je le fais pas pour m'aider. Je le fais pas Fait pour que tu le m'aider. fais par... Ben, je veux pas qu'il y ait le par seul, bonté puis d'âme, c'est ça, pour être fin. pour être fin, puis je trouve que la façon qu'il me le dit, il me dit, viens donc avec moi, tu sais. Je vais y aller avec lui, pour lui faire plaisir. C'est pour lui faire plaisir. OK. Je vais arriver au meeting à Sorel, puis il y a Rosange puis Fernand qui sont là. Elle m'a vu faire mon premier meeting à Boucherville. Quand elle me voit, elle me prend dans ses bras, puis elle me lâche pas, là. Puis là, je ressens pour la première fois qu'il y a de l'amour qui se passe entre elle puis moi, puis qu'elle me connaît même pas. Alors là, ça va me saisir, ça. Puis elle me dit, elle rajoute, je suis tellement content de toi, là, si tu savais, tu étais capable d'être une journée sans consommer. Puis elle m'encourage. Puis elle va me suivre, elle puis Fernand, là, dans les meetings. Parce que moi, il va me faire du meeting un petit peu partout. Puis je vais retourner à Sorel juste pour sentir cet amour-là qu'elle m'a donné. Puis qu'elle reconnaissait, cette personne-là, que moi, j'étais un peu l'étranger pour elle. Puis c'est comme ça que l'aventure va commencer pour moi. Mais je vais garder, moi, l'obsession de consommer pendant 19 mois. 19 mois? Je vais prendre un café dans les salles, puis il va goûter le cognac, puis je vais dire comment ça se fait. Puis les autres, ils disent, moi, j'ai jamais eu soif. Puis moi, je vais commencer à dire comment ça se fait que les autres n'ont pas soif, puis que moi, j'ai encore le goût de consommer. Puis à un moment donné, dans un meeting, je vais toujours me rappeler ça, à Mont-Royal, c'est un conférencier qui a parlé, puis il m'a décrit de A à Z l'obsession partie. Wow. Puis là, j'ai jamais eu d'obsession après ça. Puis là, j'ai commencé à raisonner, raisonner tout ce que c'est que j'entendais. Puis là, j'ai commencé à dire ça n'a pas de bon sens. Ça fait 20 ans que j'ai pas eu soif, puis ils me prennent un café en pleine face, tu sais. Ils rajoutent pas, tu sais, l'obsession. Ils mettent pas la dimension de l'obsession, j'ai pas soif. Puis ils me boivent en pleine face. Puis là, moi, j'ai commencé à comprendre que c'était une obsession. Je veux faire juste le passage en psychiatrie. Le passage en psychiatrie se passe quand? Tu sais, tu parlais de 28, 29, 30 ans. Le passage en psychiatrie. 28 ans. 28. Tu rentres là pourquoi? J'avais trop consommé. Puis là, ben j'étais proche de faire une psychose, là. Puis là, je voyais bien que je perdais le contrôle. Alors, c'est mon père qui m'a emmené, le fait que à une maison qui était médecin, là, il m'a emmené à l'hôpital. Puis, mais j'ai été juste 4 jours, là. Je suis sorti de là plus gelé que quand je suis rentré, tu sais. Mais je comprends ça maintenant. Si on est mieux d'avoir cet endroit-là, ou est-ce que c'est qu'on est sûr que les gens ne s'enlèveront pas à vie, ils sont en sécurité de temps qu'ils sont là. Mais c'est un temps de passage. Je reviens, tu sais, je fais des bons dans le temps, mais là, je reviens un peu à tu sais, ton aventure, justement, dans la sobriété puis dans le fait d'avoir arrêté.
eux ont eu l'ouverture d'esprit de te demander d'étaler tout ce que tu consommais, alors que cette fraternité-là se concentrait principalement sur l'alcool. Est-ce que, parce que ceux qui fréquentent ça savent que c'est pas toujours le cas, puis particulièrement il y a 30 ans, 37 ans, c'était pas nécessairement 47. quelque chose... 47 ans, c'était pas quelque chose qui était... on parlait pas de ça. On parlait pas de polytoxicomanie ou de polydépendance. Les alcooliques buvaient de l'alcool, puis ils consommaient, puis ils abusaient de l'alcool. Quelle a été ton expérience par rapport à justement t'afficher comme toxicomane ou comme... parce que c'est pas ça non plus, c'est pas évident, parce que c'était pas écrit dans le ciel que parce que tu arrêtais de boire puis tu fréquentais des alcooliques qui décidaient de se prendre en main, que tu arrêtais de prendre des pilules, de la cocaïne peut-être, que c'était, mais juste les pilules, ou que si tu avais une prescription de ci ou de ça, c'était pas écrit dans le ciel que tu arrêtais de prendre ça, mais c'était l'ouverture d'esprit de ces gens-là. T'sais. Ça a été quoi justement ta relation avec j'allais dire, la toxicomanie en général ou... Mais vois-tu, la vie, c'est drôlement fait. Alors, un de mes garçons, Daniel, lui, il va développer la maladie. C'est un cocaïnomane. Alors, la première fois, la police va venir le chercher chez nous. Alors là, il va faire sa première période d'abstinence de 5 mois à l'âge entre 15 ans et 16 ans. Parce que moi, je suis membre, fait que je l'emmène dans un endroit où est-ce que c'est qu'il peut entendre. Et après 6-7 mois, 5-6 mois, lui a demandé pour porter le message, partager son expérience. Puis il a parlé juste de substances, de coke, puis de pot, puis d'acide, puis de mescaline. Puis... il y a trois membres qui ont allé voir après, puis ils ont dit « C'est pas ta place ici, là, tu nous as tous fuckés. » Parce qu'eux autres auraient voulu entendre parler d'alcoolisme. Et il est parti sa rechute. Et c'est là, moi, que j'ai été blessé. J'ai dit « Quand tu vas revenir, il doit y avoir un mouvement pour toi. » Fait qu'on a fait une première approche, 7-8 membres. Le premier groupe au Québec, ça s'appelait Toxicomane Anonyme, à Blainville, qui a fait pendant 9 mois de temps. Puis après ça, j'ai eu vent qu'il y avait déjà un groupe à la TUC qui avait été parti de Narcotiques Anonymes. Puis il y avait juste 2 pamphlets de traduits à l'époque. Fait qu'on s'est retrouvés 7 membres, blessés parce que mon gars était parti à la chute. Alors, c'est là qu'on a ouvert le premier groupe à la Water de Narcotiques Anonymes. Et là, j'ai pu commencer à parler des substances, autres que l'alcool. Après, quoi, tu disais 15-16 ans? Wow! Puis avant ça, c'est quoi? C'était presque tabou? Ah non, on parlait pas de ça. OK. On parlait pas de ça. Fait qu'il fallait que toi, tu fasses le chemin dans ta tête, naturellement, de quand tu parlais ou tu témoignais de ton expérience avec l'alcool, tu fasses le chemin dans ta tête du bagage de substances qui t'intoxiquaient. Et lui, il n'a pas été capable d'adhérer à Narcotiques Anonymes. Il a fait plus d'alcooliques anonymes, mais moi, je me suis pas occupé de mon garçon. Je l'ai passé à des membres parce que moi, je voulais rester le père. J'avais compris ça, qu'il ne deviendra pas mon ami, mon garçon. Il avait juste à s'en faire des amis. Mm-hmm. Moi, je voulais continuer à jouer mon rôle de père, mais de membre, pas par rapport à lui. Moi, je ferais ma vie d'établissement, puis lui ferait la sienne. Fait que je les présentais à des membres. Puis c'était pas suffisant parce que 12 ans après, on a ouvert le premier groupe de cocaïnomane anonyme au Québec. Là, j'ai pu parler de substances. Aujourd'hui, je remets en question beaucoup de choses, moi, par rapport à ce que c'est qui est véhiculé. T'sais, on ne devrait pas parler, on ne veut pas savoir ce que vous consommez, ni à quelle quantité, ni qui vous en procurait, mais il m'arrive un nouveau dans les pattes. Moi, je suis impliqué par-dessus la tête depuis toujours. Oui, puis on va pouvoir en parler. Là, je veux en parler avec toi de ça parce que ça a parti de loin, ça. Ton implication est partie de loin, Gaston. Mais de par nature, je suis un gars comme ça. Si j'embarque dans quelque chose puis j'y crois, mais je vais aller à fond. Mais aller à fond, c'est pas suffisant pour moi. Je veux aller à fond dans l'explication puis dans la compréhension de tout ça pour pas acheter toutes sortes de choses qui sont véhiculées qui, pour moi, n'ont pas de sens. Qu'on enregistre dans le cerveau de ceux qui arrivent, puis à un moment donné, ils sont obligés de défaire ça. Mais oui. Puis c'est le collectif, à un moment donné, qui transporte puis qui véhicule ces idées-là. Pour moi, je fais vraiment une nuance maintenant. Je te dis maintenant, mettons, depuis 10 ans. Okay? Concrètement, depuis 10 ans.
C'est que quand chez Narcotiques Anonymes, on dit, je m'appelle Gaston, je suis un dépendant, on n'associe pas assez le mot dépendant aux drogues. Et dans la définition de la maladie, l'alcoolique anonyme dit que c'est une allergie physique à l'alcool doublée d'une obsession mentale. Mais dans toutes les recherches qui continuent à se produire, vraiment les recherches, on approfondit, puis là, on émet d'autres réponses. Alors, Narcotiques Anonymes dit ce qui nous rend dépendants, c'est pas les drogues, puis c'est pas notre comportement. Mais les gens n'entendent pas ça. Alors, on véhicule, mais là, je suis dans mes comportements. Ce qui nous rend dépendants, c'est pas les drogues, c'est pas notre comportement, c'est la maladie de la dépendance. Mais là, il rajoute quelque chose de bien précis. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes incapables de contrôler l'usage des drogues. Pas de la dépendance affective, pas du jeu, des drogues. Alors, souvent, ce que je suis confronté, c'est qu'il y a des gens qui se disent dépendants, mais qui ne voudront pas parler des substances. Alors, ils sont dans les groupes pour d'autres raisons que la dépendance aux drogues. Alors ça vient mêler le langage, puis ça vient mêler la compréhension des gens. Mais ça, je peux te dire ça aujourd'hui. Mais si tu me demandes de te dire que si je suis en train de te dire là, à 10 ans d'abstinence, j'ai un autre... Impossible. Impossible. Mais non, puis tu sais, ton altruisme, Gaston, là, c'est quelque chose qui t'a suivi toute ta vie. T'sais. À partir du moment que tu as décidé de prendre ta vie en main puis d'être sobre, puis c'est pour ça que je suis content qu'on puisse parler parce que... Mais moi, j'utilise tout le temps le mot abstinent. Je ne suis pas capable d'utiliser le mot sobre. Oui. Parce que la sobriété, c'est un juste équilibre en tout. Alors, ça voudrait dire que je serais capable de fumer mon petit joint à coke, de prendre un verre de vin de temps en temps, puis Alors, je suis abstinent des substances. Je suis pas sobre. Mm-hmm. Et donc, dans ton abstinence, l'altruisme, rapidement, ça a ressorti de toi. Ce qui fait que, je le sais parce que je te connais, mais t'aides l'autre naturellement. Comme tu le disais, tu es extrêmement impliqué à aider l'autre. Mais il y a un pourquoi à ça. C'est parce qu'il y a des résultats. Si les gens qui sont autour de moi, puis autour de moi, puis encore aujourd'hui, il n'y a pas de résultats, ils ne sont pas capables de devenir abstinents, c'est parce que je ne fais pas ce que j'ai à faire, je ne dis pas ce que je devrais dire. Alors, si les gens qui sont autour de moi, c'est parce que je parle de ce que je suis en train de parler là. Oui, mais en même temps, Gaston, tu sais, tes premières expériences avec l'altruisme, tu avais très peu de temps d'abstinence. Mais je suis un plus vieux de famille. Ça sort de là. Oui. Mais même dans ton travail, c'est parce que je le sais, là, c'est là que je veux t'amener, mais même dans ton travail, tu es un des premiers qui met en place un programme d'aide. Oui. Chez GM à Beaubriand. Puis tu sais, ça, même à ce moment-là, peut-être, tu n'avais certainement pas le même vocabulaire que tu as 47 ans plus tard, là, dans comment exprimer ou mettre en mots les issues de secours, disons, à quelqu'un qui vient te voir dans le programme d'aide à ce moment-là. Mais moi, j'ai tellement peu de temps quand j'allais chez GM, là, parce que j'ai été un bout de temps pour travailler, là, quand je suis devenu abstinent, là. Je cherchais de l'emploi, puis là, j'étais tout mêlé dans tout ça, tu sais. Parce que tu te débarrasses du commerce? Ben oui. Oui. Je me suis débarrassé du commerce, puis j'ai été un bout de temps, j'ai eu de la misère, là, financièrement, les premières années. Puis un avant-midi, j'avais été pour m'engager dans une cour d'école pour garder des enfants. Puis là, ils ne m'ont pas pris parce que je parlais trop la langue, puis là, j'étais trop smart pour eux autres. Fait qu'ils m'ont pas pris. Mais à la radio, ils ont dit on demande 700 employés chez GM. Et là, il est arrivé un gars, Jacques Vandal, dans le stationnement, puis je pleurais. Parce que j'étais déçu, puis que ça fonctionnait pas, puis que je me rappelle que ma mère m'avait prêté de l'argent pour faire la commande, tu sais. Puis pourtant, je consomme plus, là. Tu sais. Et ils m'ont pas pris, puis lui, il est arrivé à côté de moi, puis il pleurait, il dit qu'est-ce qu'il y a. Puis c'est là que j'entends à la radio, chez GM, il demande 700 employés. Puis je me rappelle d'avoir dit à Jacques, si tu viens avec moi, je vais y aller, puis si tu viens pas, j'y vais pas. Et j'ai été engagé.
Et lui aussi a été engagé. J'ai trouvé sa ligne de montage, à produire une porte là, du côté droit. Là, j'ai passé un auto à toutes les minutes et demie. Puis juste le poste à peu près à 10 pieds de moi, il y avait un grand gars, jeune, 18 ans, Yvon Hébert. Lui, j'ai bien vu qu'il avait un problème de consommation. Il rentre en retard, puis là, à un moment donné, il m'approche, puis il me dit t'as l'air bien, tu lis tout le temps. Ben, j'ai dit, moi, je vais voir des gens, là, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Tu vas aimer ça, ce monde-là. Je dis pas, moi, que je fais du meeting, tout ça. Alors, lui, il est venu faire le premier meeting, il est devenu abstinent automatiquement. Après ça, son chum, Louis, est venu. C'est tout le temps sa ligne de montage. Puis là, dans l'espace d'un an et demi, là, il y en a eu, là, il y en a eu. Puis le mot se passe. Le mot se passe. Puis là, les contremaîtres, les surintendants voient ça. Puis un soir, le surintendant il dit on a vu ce que vous faisiez, M. Blain, ici, là, il dit on a quelqu'un qui a un problème. Et là, déjà, j'en avais aidé 18-20, là, hein, qui était devenu abstinent. Et quand je suis allé dans le bureau, là, j'ai dit ou ben non, je continue à aider ces mondes-là, mais je fais pas les deux jobs. Le lendemain matin, ils m'ont donné un bureau dans le centre médical, puis c'est comme ça qu'on a structuré le programme d'aide aux employés. Wow. Mais le gérant du personnel, lui, c'était un alcoolique, fait qu'il me barrait tout le temps les roues. Puis il est devenu abstinent, lui aussi, 8 ans après. Alors, grâce au programme que tu avais mis en place? Ben oui. Aujourd'hui, il est au service mondial, c'est un gars super engagé, puis ça s'est au-dessus au niveau syndical, puis au niveau médical. Puis j'ai tout le temps été engagé. Puis là, j'ai suivi toutes sortes de formations, puis j'ai fait mon chemin là-dedans, puis je le fais encore. T'sais. Qu'est-ce que tu identifies? Tu sais, la raison, entre autres, pour laquelle je fais ça, c'est que je suis tout le temps intrigué par ce qui crée la bascule. Tu sais, pour bien des gens, en fait, à date, là, pour tout le monde, là, c'est toujours le fun jusqu'à temps que ça arrête d'être le fun. T'sais, pour tout le monde à qui j'ai parlé à date, là, c'est vraiment, vraiment le fun. T'sais. Fait qu'il n'y a rien qui indique que ces gens-là devraient arrêter. De tous les gens que tu as croisés puis de toute l'expérience que tu as, tu sais, ça, là, cette espèce de mouvement-là où est-ce qu'il y a comme une chute, es-tu capable de est-ce que tu es capable, après tout ce temps-là, de voir qu'est-ce qui crée ça? Parce que pour bien du monde, ça va rester le fun, là. Puis t'en vois qui prennent des méchantes virées, mais qui ça reste quand même forcé de croire qu'il y en a pour qui c'est... Tu sais, ça, là, moi, là, comme je te dis, là, que le passage de le fun à plus le fun, puis qui fait que tu trouves la volonté, parce que, Chris, je me suis promis combien de fois d'arrêter, tu sais, parce que je me faisais menacer d'être laissé, ou je me faisais menacer de ci ou de ça. Je me suis promis souvent d'arrêter, puis je sais pas si ça t'est arrivé, mais là, Chris, ça va faire, tu sais, faut que j'arrête. Est-ce que tu es capable, avec tous les gens que tu as croisés, de voir ça, ce point de bascule-là, puis Mais la plus grande découverte que moi, je crois, c'est que la seule condition, c'est un désir d'arrêter de consommer. C'est la seule chose que je peux croire. Comment se fait-il avec une définition aussi simple, hein, qu'il n'y a pas d'expérience de bas-fond, puis de perte de ci, puis de perte de ça? C'est plus nécessaire, tu sais. Chez Narcotiques Anonymes, je parle toujours de cette évolution à partir de là, cette évolution dans la compréhension, puis la recherche, puis tous les questionnements à travers les services mondiaux, puis tous vraiment les questionnements que les gens se sont faits. Ils en sont arrivés à donner des définitions qui sont pour moi simples, mais qu'on met l'accent sur autre chose. Dans Narcotiques Anonymes, ils vont dire que le bas-fond va arriver quand on va arrêter de le creuser. Tu sais, si je réfléchis que le bas-fond va arriver quand je vais arrêter de le creuser, c'est difficile de dire qu'il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait un si, puis un questionnement, puis ils sont tous là, les questionnements, mais c'est pas ça qui va faire que
c'est la condition, c'est un désir d'arrêter de consommer. Puis pour que le désir d'arrêter de consommer s'installe à l'intérieur de quelqu'un, il faut qu'il vive des choses avec la consommation qui fait qu'il se questionne. Et que là, le désir d'arrêter de consommer se structure en dedans. Il n'y a pas personne qui peut deviner ça, qui peut comprendre ça. Alors la science va essayer de toutes sortes d'autres façons d'aller y faire comprendre ça. Mais non, il faut qu'il consomme, puis qu'il y ait un désir d'arrêter de consommer, puis il faut que la consommation ait fait un petit peu de lavage en dedans de lui pour que ce désir-là grandisse, puis que ça y revienne 2 fois, 5 fois, 100 fois. Mais on ne sait pas à quel moment qu'il va devenir abstinent. C'est une maladie insidieuse, vraiment insidieuse, puis bien plus profonde que on prétend le faire comprendre au monde présentement. Ça, c'est clair pour moi. Quand je dis c'est une maladie sérieuse primaire, puis c'est pas moi qui l'invente, c'est la Société mondiale de la santé qui a décrété en 1950 que c'était une maladie. Et on a encore bien des recherches à faire. Qu'est-ce que tu... tu sais, je veux conclure ça avec... tu sais, je pose la même question, mais qu'est-ce que tu voudrais... C'est quoi la leçon que tu voudrais que les gens tirent de l'exercice que je fais ou puis je te remercierai jamais assez là, d'avoir participé, mais qu'est-ce que tu voudrais que les gens retirent de ça? Tu sais, quelqu'un qui écoute puis qui se pose la question, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message? Mais ce que je voudrais surtout laisser comme message, c'est que le public, en général, n'est pas encore assez informé sur la possibilité qu'il y a une solution, puis qu'il y a une solution pour arrêter de consommer. La solution, là, ben pour moi, c'est les mouvements anonymes. Parce que juste lorsque tu es assis dans une salle, puis que tu n'as pas le choix, tu as choisi d'aller t'asseoir dans une salle, puis qu'il y a un autre être humain qui, lui, naturellement, bénévolement, va vouloir te transmettre d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'il fait maintenant, pour te donner d'espoir. À partir du désespoir et de l'espoir, il s'installe quelque chose à celui qui est assis sur la chaise, puis qu'il ne s'imagine même pas que c'est tout ce noyau-là qui va faire que ça va s'installer, puis qui va faire une autre journée de plus, puis une autre journée de plus, puis à un moment donné, va comprendre l'importance de l'abstinence. Mais ça prend, il faut s'asseoir dans une salle, fermer notre gueule, puis écouter. Puis moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que tous ceux et celles qui font... Non, il y a 76 associations qui utilisent le même programme de rétablissement pour toutes sortes de dépendances. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si je me déplace là, 2 fois ou 3 fois par semaine, puis je m'assois dans une salle, volontairement, puis que j'entends quelqu'un me transmettre des étapes, les traditions, le service, tout ce que c'est que ça prend de simple, OK? Je suis convaincu que c'est le seul endroit où est-ce que c'est que je peux assister à ma propre psychanalyse qui va durer toute ma vie, puis ça ne coûte rien. Assis sur ma chaise, en entendant quelqu'un, c'est impossible que j'entende pas des choses intelligentes. C'est impossible que ça ne vienne pas rejoindre mon intelligence, puis que moi, ça ne m'amène pas à me questionner. C'est ça qu'il faut que je véhicule? C'est ça qu'il faut que je mette en place? C'est ça que moi je crois? C'est ça que moi je crois pas? Alors, c'est ça que je voudrais laisser. T'sais. Tu parlais, on se parlait avant il y a quelques semaines, tu me parlais du programme qui a été mis en place en Floride pour aider justement les toxicomanes. Tu veux-tu en glisser un mot un peu de qu'est-ce qu'on commence à voir, les percées qu'on voit dans la compréhension de un mouvement qui a 70 ans presque, là, puis qui a... 1935. 35, donc qui trouve même pas, puis qui trouve pas ses origines dans la médecine, puis que ça a été long avant que les deux commencent à se marier, puis à même se parler, puis qu'il y a un dialogue entre ces associations-là qui trouvent ses origines en fait plus dans la religion que dans la médecine, puis qui s'est transformé, qui s'est défini comme une façon, une méthode pour aider les gens qui avaient des problèmes avec les consommations abusives, jusqu'à les premiers dialogues avec la médecine, jusqu'à ce qui était annoncé par l'Organisme mondial de la santé.
tu peux peut-être parler, glisser un mot sur ce que tu as vu ou ce que tu as entendu sur l'expérience de la Floride. Mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que c'est le plus grand ami de mon garçon, qui s'appelle Danny Neptune, qui, lui, a jamais été capable d'arriver à l'abstinence. Même si mon garçon, il doit être arrivé à l'abstinence. Il a 31 ans d'abstinence, Daniel. Alors, suite à ça, lui, s'est retrouvé aux États-Unis, puis là, il est hospitalisé 20-25 fois. Je l'ai vu, moi, dans le coma. J'ai vu 46 jours dans le coma. Là. Je l'ai vu, moi, de mes yeux, parce que je me suis déplacé, puis je l'ai vu, je l'ai gardé chez nous, en Floride, dans un condo, parce que quand j'allais en Floride, Daniel disait, là, tu contactes Danny. Il n'y a pas de place qu'il n'a pas faite. Puis, il y a 3 ans, ils ont installé en Floride un programme. Puis ça fonctionne comme ça, le programme. C'est qu'ils les prennent parce que lui, il couchait dans la rue. C'était en Floride. Fait il les ramasse dans la rue. Ils l'ont ramassé dans la rue, puis ils l'ont emmené à des intox. Puis il en avait fait 18, 15, 20 fois des désintox de lui. Puis plus, je te dis plus. Alors là, ils l'ont ramassé, puis là, ils l'ont emmené à des intox. Après ça, ils l'ont transféré. Ça, c'était un nouveau programme depuis 3 ans. Ils l'ont transféré dans un halfway house, OK? Où est-ce qu'ils sont 200. Puis là, l'obligation qu'ils ont quand ils sont au halfway house, il faut qu'ils fassent 90 jours, 90 meetings, accompagnés des gens qui les traitent. Psychologues, intervenants, psychiatres, médecins. Il faut que les gens assistent, ceux qui font à manger, tout le personnel traitant. Il faut qu'ils assistent aux réunions avec eux autres. 90 jours, 90 meetings. Et en cours de route, s'ils font 61 jours au lieu de 90 jours, ils le remettent dans la rue tout de suite. Tu t'en vas là, demain matin, on sait où c'est que tu couches, on va aller te ramasser, puis on va recommencer le processus. Désintox, 2 jours jusqu'à 14 jours, après ça, halfway house. Ils ont 90 de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est une maladie, puis qu'ils croient que le programme des 12 étapes, c'est la solution pour rétablir les gens qui ont développé une dépendance aux substances. Puis ils doivent être capables, dans ce processus-là, parce qu'il y a plusieurs intervenants, puis il y a un dialogue, de faire la distinction, puis de séparer les maladies mentales, les dépressions, toutes ces choses-là, là. Ouais, Puis de faire cet exercice-là. Puis suite à ça, Danny, il est devenu abstinent. Là, il n'y avait plus de licence, ça fait longtemps, puis il y avait plus. Puis le temps qu'ils sont là, les employeurs se déplacent, puis ils viennent au halfway house, puis ils disent, c'est qui veut venir travailler un matin? Alors, un des employeurs, c'était lui, c'est lui qui l'a récupéré parce qu'il connaissait, il a déjà travaillé avec lui, puis il savait quelle sorte de travailleur que c'était quand il ne consomme pas. Il l'a engagé. 5 mois après, il s'est retrouvé au New Jersey avec son billet d'avion payé dans ses poches, son argent dans ses poches, son hôtel pendant 5 jours de temps. Il est allé chercher son permis de conduire. Puis quand il est revenu avec son permis de conduire, son boss, il a dit, « Ça, c'est un truck que je t'ai acheté, là. Les blancs baneux, je te le donne. Ben, je le sais quelle sorte de gars que t'es. Mais si demain matin, tu reprends une consommation, là, je t'enlève le camion. » Fait que ça va loin. Même il avait compris, tu sais. Il avait compris. Il avait compris quelle sorte d'homme c'était aussi quand il ne consomme pas. Ça détruit. C'est incroyable. Puis toi, tu l'as vu de Non, mais près. j'ai ces preuves-là. On ne peut pas démentir ça. Je l'ai vécu avec lui. Puis mon garçon a toujours, durant ces 30 ans-là, quand Danny l'appelait, il envoyait 20$, il envoyait 100$ pour qu'il mange. Puis il a tout le temps gardé contact avec lui. Je vais terminer en disant que dans toute ma vie d'homme, là, dans l'établissement, il y a juste 3 personnes que moi j'ai accompagnées jusqu'à la mort. Parce qu'on sait que 50% des gens qui demandent de l'aide à n'importe quelle des fraternités pour n'importe quelle... la bouffe, le jeu, nomme-les. Okay. Qui adhèrent vraiment au programme, là, 50% deviennent abstinents automatiquement. 25% vont avoir de 1 à 10 rechutes. Et l'autre 25%, ils vont en avoir 13% qui vont rester en rechute tout le temps de leur vie. Puis l'autre pourcentage vont mourir. Alors, dans le 90%, il y a 10% des gens qui, même au halfway house, qui meurent là, parce qu'ils sont rendus trop loin dans la maladie.
Ça, c'est mon expérience à moi. T'sais. Puis mon expérience, les gens sont libres d'y croire ou de pas y croire. Mais tu peux pas croire une chose que tu as en pleine face. Hein? Puis que toi, tu le vis, puis que tu le vois d'autres personnes qui viennent tout le temps te ramener, qui le font vivre, qui te le font revivre tout le temps, ces choses-là. Parce que quand tu aides quelqu'un, mais c'est toi qui t'aides en premier. Puis c'est parce que c'est à travers l'autre que moi, je me vois dans mes déficiences, mes défauts de caractère, mes comportements, mes façons d'agir, mes convictions. C'est à travers les autres. Il faut que j'entende du négatif pour ne pas rester dedans. Il faut que ça me touche. Je suis assez intelligent pour ne pas rester dans cet état-là qui me crée de l'angoisse, de l'anxiété. J'ai un moyen de me sortir de là-dedans. Si je suis dans l'intolérance, puis je reste 2 jours de temps dans l'intolérance, c'est parce que quelque chose que je n'ai pas compris. Il va faire que tu réalises que tu es intolérant, puis que pour te sortir de ça, il faut que tu pratiques la tolérance. La même chose de l'amour puis la haine, la même chose de la violence puis la douceur, puis dans tous les domaines. Ça, on apprend ça assis sur une chaise, en fermant notre gueule. Là, je parle, mais je peux vous assurer que moi, je suis assis sur ma chaise, là, encore 3 fois par semaine, à fermer ma gueule, puis la deuxième, troisième rangée en avant, là, pour être bien sûr que je ne sois pas dérangé par tout ce que c'est qui va se passer. Puis je veux rester vigilant, puis je veux rester dans la compréhension, puis je veux rester dans le questionnement. Je n'ai pas encore la vérité infuse, mais j'ai ajusté des choses dans ma vie, puis j'en ajuste, moi, parmi les membres, parce qu'ils ne font pas exprès. C'est ce qu'ils ont entendu, qu'ils ont enregistré. Fait qu'ils ils répètent qu'est-ce que c'est qu'ils ont enregistré jusqu'à temps qu'on les amène vers une réflexion. Je dis, tu penses-tu que ça a du bon sens, ça? Tu penses-tu qu'il y aurait une autre façon de regarder ça? Puis ils se mettent à regarder ça d'une autre façon, puis là, ça lui fait du bien. Ils ne sont pas tout le temps responsables. Ça va loin, de l'établissement. On pourrait parler des heures. Gaston, merci énormément du temps que tu as pris avec moi. C'est ça. Moi, cet exercice-là me fait un bien incroyable, puis je suis convaincu que ça va faire du bien, que ça va faire du bien à quelqu'un. Fait que merci. Merci beaucoup.